RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Donia Cheuch. Bonjour. Aujourd'hui, de plus en plus de couples ont des difficultés pour avoir des enfants. Les problèmes de fertilité peuvent concerner aussi bien l'homme que la femme. Selon la nature du problème, différentes techniques médicales peuvent être utilisées pour aider de nombreux couples à connaître le bonheur d'être parents. Alors, quelles sont ces techniques de plus en plus sophistiquées ? Quelles techniques pour quelle infertilité et avec quels résultats ? C'est à toutes ces questions, il y a bien d'autres, que répondront nos invités au cours de ce numéro de Santé pour tous consacré à l'assistance médicale à la procréation. J'ai donc le plaisir d'accueillir le professeur Fethi Zewa, qui est chef du service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction, directeur du centre d'AMP, l'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Aziz Othmane, et coordinateur du diplôme de médecine de la reproduction, ancien président aussi de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Bonjour professeur Fethi Zewa. Merci Donia pour l'invitation. Merci à vous d'être là. J'accueille également le professeur Mohamed Khourouf, qui est professeur agrégé en gynécologie obstétrique au centre d'AMP de Aziz Othmane, vice-président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Bonjour professeur Khourouf. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être votre invité. Merci à vous. Et puis professeur Hanan El-Loumi, qui est professeur agrégé en histo-embryologie et biologie de la reproduction au centre d'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Aziz Othmane et qui est secrétaire général de l'association tunisienne des biologistes de la reproduction. Bonjour professeur El-Loumi. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Alors avant de définir justement ce que l'on entend par AMP ou PMA, est-ce que vous pourriez me rappeler comment se crée puis se développe un petit être humain ? Professeur Zewa. Un petit être humain, pour le faire, il faut être à deux. Et la conception in vivo, elle se passe schématiquement de la manière suivante. Après un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont parcourir tout le tractus génital féminin, en commençant par la glaire cervicale, le col de l'utérus, traverser toute la cavité utérine, puis traverser toute la trompe pour aller à la rencontre de l'ovule. Et les deux gamètes, mâle et femelle, mâle le spermatozoïde, femelle l'ovule, Oui. vont fusionner pour donner un embryon. Et cet embryon, il va parcourir à contresens, si vous voulez, la trompe et aller s'implanter dans la cavité utérine à peu près 5 jours après la fécondation. D'accord. C'est ce qui définit l'anidation. Et donc vous voyez, pour que tout se passe bien, il faut qu'il ait des impératifs. Le premier impératif, il faut que le sperme soit de bonne qualité et fécondant. Bah oui, parce qu'en plus il a tout un parcours là. C'est un parcours du C'est une combattant. course. Oui, oui. Le deuxième impératif, c'est qu'il faut que la cavité utérine soit normale, que la trompe soit perméable, que la croissance folliculaire et donc l'ovulation soit normale, et par conséquent, il faut que les ovaires soient normaux, et le chef d'orchestre qui fait fonctionner ces ovaires, l'hypophyse, Oui. avec la sécrétion des hormones FSH et LH, il faut que l'hypophyse soit normale. Donc vous voyez que toute anomalie de l'un de ces composantes peut être à l'origine d'une infertilité D'accord. ou d'une hypofertilité qui sera soit du ressort d'un traitement médical, soit du ressort d'un traitement chirurgical, soit, comme ultime solution, le recours à une assistance médicale à la procréation. Donc pour résumer, la fécondation va résulter de la rencontre d'un ovule avec un spermatozoïde et puis l'œuf fécondé va s'implanter dans l'utérus. Oui. Et c'est là que va grandir le futur bébé. Une fois implantée, donc la grossesse va commencer à se Développer. développer et elle va durer, si tout va bien, 40 semaines et demie. D'accord. Professeur Hanan El-Loumi, à l'instant, le professeur Zewa a parlé d'infertilité et d'hypofertilité. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes ? Alors, on préfère le terme d'hypofertilité parce que le terme infertilité, ça reste un peu du définitif. Comme si on parlait de stérilité. Oui, avec l'hypofertilité, ça reste un peu relatif et on a vu des cas où on estime que l'infertilité est sévère ou elle est définitive, mais après, on trouve aussi de très rares cas de conception avec ces paramètres-là.
Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant essayer de définir ce qu'est l'assistance médicale à la procréation? Avant, on disait PMA, procréation médicalement assistée. Maintenant, je pense que l'appellation a changé. Professeur Mohamed Kholouf. Alors oui, PMA pour procréation médicalement assistée ou encore AMP pour dire assistance médicale à procréation, ça veut dire la même chose. C'est cette révolution médicale qui a eu lieu et qui a permis maintenant, avec le travail de manière conjointe entre les gynécologues et les biologistes, d'aider par des techniques au laboratoire les couples à procréer. C'est vrai qu'avant, on ne disposait pratiquement que des techniques chirurgicales pour aider les couples avant la PMA, mais qui ne traitait qu'une petite partie des causes d'infertilité, on y reviendra. Mais là, avec la procréation médicalement assistée, nous arrivons à prendre la majorité des cas en charge et à les aider à accomplir leur projet de devenir parents. D'accord. À l'origine, les premières techniques de procréation médicalement assistée avaient été développées pour permettre justement à des couples d'avoir des enfants. Et je crois que par la suite, ces techniques ont été utilisées dans d'autres cas, y compris pour éviter la transmission de maladies génétiques. Alors effectivement, c'est l'une des applications qui ont dérivé de la première application. C'est vrai que les couples qui présentent des maladies sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle les couples sérodiscordants, c'est-à-dire une personne dans le couple qui est malade, l'autre qui n'est pas porteuse du virus, ils ne peuvent pas avoir des rapports sexuels non protégés. Par conséquent, on ne peut pas avoir d'enfants. Donc la PMA peut aussi ici aider pour les aider à accomplir leurs rêves. Voilà. Alors rapidement, est-ce qu'on pourrait rappeler les grandes dates de l'assistance médicale à la procréation? Professeur Zewa. Rapidement, l'histoire de la FIV a commencé avec l'anglais Robert Edwards. Et c'est en 1978 que le premier bébé FIV, Louise Brown, elle est née. Oui, je crois que c'était en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, oui. Ouais. Ces travaux ont été menés à Cambridge. En 1981, il y a eu la mise en place de la stimulation de l'ovulation parce que les premières tentatives de FIV étaient réalisées en cycle spontané, alors qu'en cycle spontané, les chances et le taux de grossesse sont plus faibles puisqu'on ne va travailler qu'avec au plus un ovocyte. En 1982, il y a eu la naissance du premier bébé FIV en France, Amandine. En 1983, là aussi c'est une date importante, en Australie, première naissance par embryon congelé. En Tunisie, la première naissance prouvée, entre guillemets, et non contestée, c'est en 1989. Quelques mois avant, il y a eu une naissance en 1988, mais il y avait quelques ondes d'ombre autour de ce dossier-là. En 1992, découverte de la technique de la micro-injection, l'ICSI. On y reviendra. L'ICSI, c'est intracytoplasmic spermatozoid injection. Et cette technique, elle a permis de résoudre la majorité des problèmes de stérilité d'origine masculine. On y reviendra. Alors, autre date importante, en 1996, en Tunisie, c'était un 13 septembre 1996, naissance du premier bébé par ICSI. En 2000, développement des techniques du diagnostic pré-implantatoire et le couronnement de toute cette belle histoire, c'est 2010, le prix Nobel de médecine qui a récompensé Robert Edwards pour ses travaux et le premier bébé FIV. Alors on voit que la Tunisie fait partie de cette belle histoire. Est-ce qu'il existe un cadre légal qui régit cette pratique en Tunisie? Oui, il existe un cadre légal. La loi de la médecine de la reproduction, elle a été promulguée le 7 août 2001 et les experts tunisiens de l'époque, je faisais partie de ce comité qui a participé à la rédaction de cette loi. En gros, je dirais que cette loi, elle est équilibrée, elle préserve les intérêts et du professionnel de la santé et du couple. Concrètement, est-ce que n'importe quel médecin, n'importe quel gynécologue dans son cabinet peut prétendre pratiquer l'assistance médicale à la procréation? Alors, pas du tout. Le premier impératif, il faut que ce soit pratiqué dans un lieu autorisé, que ce soit par la loi. Par la loi, autorisé par la loi, c'est une autorisation préalable sur dossier technique et après inspection de l'administration du ministère de tutelle. Ce sont des structures qui sont autorisées à la pratique de ces techniques d'assistance médicale à la procréation. Alors, deuxième impératif, il faut que le couple soit légalement marié. Troisième impératif, il n'y a pas de possibilité de participation d'une tierce personne. D'accord, donc tout ce qui est les mères porteuses, les donneurs... don d'ovocytes, tout ce qui est don de sperme, tout ce qui est mère porteuse, interdit. Alors, la limite de l'âge reste quand même un peu floue dans le texte de loi, puisqu'on dit couple en âge de procréer. C'est à peu près clair pour une femme
la limite c'est la La ménopause. ménopause, mais pour un Pour homme, c'est pas l'homme, clair. c'est pas clair du tout et ça nous arrive d'avoir des demandes d'un homme de 82, de 85 ans D'accord. pour faire un bébé en assistance médicale à la procréation. Là aussi, il n'y a pas de possibilité de recherche sur l'embryon. La congélation, elle est légale, elle est autorisée, et même dans le cadre de la préservation de la fertilité. Et puis, il n'y a pas de possibilité de transfert posthume. Si jamais un D'accord. couple a des embryons Qui sont congelés, congelés. et si le mari décède, la femme ne peut pas transférer ses embryons après le D'accord, décès de son comme ça mari. se voit Ce parfois à sont les grandes l'étranger. lignes de cette loi. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur le pourcentage de couples qui ont recours à l'AMP, l'assistance médicale à la procréation? Oui, bien sûr. Donc, dans le monde, on estime que 15% des couples ont recours à l'AMP pour faire leur premier enfant. En Tunisie, c'est de l'ordre de 10 à 25% des couples en fonction des régions qui auront des difficultés de concevoir et ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Dans ce cadre, donc, l'infertilité ou l'hypofertilité primaire, c'est-à-dire les difficultés d'avoir le premier enfant, sont le motif de consultation le plus fréquent. Donc 80% des demandes viennent pour le premier enfant, c'est l'hypofertilité ou l'infertilité primaire. Alors, pour ces couples, il y a au jour d'aujourd'hui un centre qui pratique l'assistance médicale à la procréation dans les règles de l'art, Sur tout le territoire tunisien? sur tout le territoire tunisien, D'accord. dans 2 dans le secteur public et 9 c'est Dans le des secteur centres privé. Voilà, dans le secteur privé. Alors ces centres font à peu près dans les plus de 10 000 actes de procréation médicalement assistée par an. Par an, 10 000. Oui, 10 000, oui. Pascal, là, comment on dit, oui. Donc entre les différentes techniques. Et puis, Mais tous ces actes, ça ne donne pas des naissances automatiquement. Alors, est-ce qu'on connaît le nombre de naissances, que ce soit dans le monde ou en Tunisie, grâce à l'AMP? alors, en Tunisie, on n'a pas de chiffres qu'on trouve dans les registres par rapport aux Ah oui. naissances de l'assistance médicale à la procréation. Par contre, à l'hôpital, sur les 4000 naissances vivantes, on a 10% de ces naissances qui sont le résultat des actes de procréation médicalement assistés. À l'hôpital, professeur Khlouf, il y a beaucoup de couples qui viennent pour suivre un traitement pour booster la fertilité. Alors c'est vrai que nous avons beaucoup de consultations, c'est vrai que aussi que l'offre crée la demande, c'est-à-dire Oui. que étant donné que nous offrons ce service-là et que cela n'existe pas dans beaucoup de centres publics, eh bien c'est vrai que nous avons une très forte demande D'accord. et de consultation. Alors tous les couples qui consultent n'arrivent pas à la procréation médicalement assistée, Bien parce qu'il y a sûr. des couples à qui on va juste donner des conseils et on va leur demander de patienter un tout petit peu, il y a des couples qui vont être orientés vers la chirurgie, et puis il y a des couples qui vont avoir besoin réellement de l'assistance médicale à la procréation. Quelles sont les données sur lesquelles se fonde la médecine pour définir la stérilité? Elle se fonde sur une donnée très importante qui est le temps. On estime qu'un couple dont tous les paramètres que nous avons cités tout à l'heure dans la partie physiologie sont normaux, eh bien à peu près 85 à 90% de ces couples-là vont concevoir durant la première année. Donc c'est un premier message fort, c'est-à-dire qu'on va demander au couple d'essayer d'avoir un bébé De façon naturelle. un Oui. bébé sous la couette, et on va leur demander de patienter et de ne pas se précipiter pour les explorations. D'accord. À moins d'avoir un antécédent médical ou chirurgical particulier que l'on connaît depuis longtemps et qui indique d'avancer les choses plus rapidement. Maintenant, c'est vrai que nous conseillons aux femmes qui ont retardé leur projet de grossesse, qui se sont mariées un peu tard ou qui ont décidé de retarder un peu leur projet, on leur demande de consulter un tout petit peu plus tôt, parfois vers 6-8 mois de tentative, parce que le temps joue contre nous Oui, et que il y n'aura a une pas horloge le temps. biologique qui tourne, Et un des messages, c'est que l'assistance médicale à la procréation ne sera pas la machine à remonter le temps. bien Et sûr. là, ses limites, en fonction du temps, on en parlera. Mais contrairement à une idée reçue, l'hypofertilité, comme vous dites, professeur Elloumi, peut ne pas provenir de la femme. Est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez des chiffres concernant un pourcentage, hommes, femmes, sur les causes de stérilité, les raisons de la stérilité? Est-ce qu'on a un pourcentage? Oui, si on peut répartir donc les causes d'hypofertilité ou d'infertilité en fonction du sexe Oui. ou bien des données du couple, on peut subdiviser donc les causes en hypofertilité féminine de l'ordre de 30%. Pareil pour l'homme, c'est 30%. D'accord. Et les infertilités ou hypofertilité mixtes
due Aux deux. aux deux membres du couple, c'est 30% aussi. Et puis, reste toujours 10%. voilà, 10% d'infertilité inexpliquée qu'on n'arrive pas à trouver la cause ou l'origine de l'hypofertilité. D'accord. Mais ça, c'est bon à dire parce qu'il y a encore une idée reçue qui circule. Oui, l'infertilité, la stérilité, c'est uniquement les femmes et pas ces messieurs. C'est vrai, à l'hôpital, vous devez voir des tas de cas comme ça. Ah oui, mais bien sûr, mais pas qu'à l'hôpital. Mais ça, c'est une idée reçue contre laquelle on se bat. Nous sommes égaux face à l'infertilité et je dirais même que l'on observe de plus en plus d'infertilité d'origine masculine et dans le monde, elle est en train de prendre encore plus de part dans le gâteau, entre guillemets, de l'infertilité en général. Maintenant, c'est difficile à faire accepter, mais je pense qu'avec tous les moyens d'information, les gens sont de plus en plus conscients que cela peut être monsieur, madame ou les deux ensemble. Bien sûr. Qui posent problème pour avoir un enfant. Alors, rapidement, quelles sont les principales causes que l'on peut rencontrer ? Rapidement. On va dire qu'il y a les causes qui concernent donc la femme et les causes qui concernent l'homme. En ce qui concerne la femme, ça peut être une cause, ce qu'on appelle organique, c'est-à-dire un problème au niveau d'un des organes. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les fibromes qui peuvent se présenter au niveau de l'utérus, qui sont assez fréquents. Certains d'entre eux peuvent être responsables d'infertilité. D'accord. Les excroissances dans la muqueuse de l'endomètre qu'on appelle polype. Plus communément, tous les problèmes qui touchent les trompes. Oui. Et donc, quand ces trompes vont être bouchées, elles ne vont pas pouvoir Il n'y aura plus la perméabilité, bien sûr. Pour laisser conduire le spermatozoïde jusqu'à l'ovule. Oui. Et les problèmes de trompes peuvent être conséquents à des infections, à des anciennes opérations chirurgicales que l'on a faites sur le pelvis, ou bien une maladie dont vous avez parlé, et je vous remercie, la dernière fois, qui est l'endométriose, qui handicape et baisse la fertilité des femmes. Ça peut être non pas un problème organique, mais un problème de fonctionnement des ovaires. C'est-à-dire que l'utérus, les trompes sont normales, mais l'ovaire n'est pas en train d'assurer sa fonction. Il n'est pas en train de fournir un ovule par mois, qu'on appelle le phénomène d'ovulation. Et pour l'homme, rapidement Alors, bien, comme nous sommes égaux, je cède la parole à ma collègue. Très bien. Alors, professeur Loumi. Alors, pour l'homme, donc je vais citer les différentes causes rapidement et par ordre décroissant de fréquence. Donc, je commence par les infections et les inflammations qui sont source donc d'hypofertilité masculine. Après, il y a les troubles de la spermatogénèse dus à des problèmes génétiques ou autres qui prend la deuxième place. Et puis, la troisième cause, autre cause telle que les problèmes endocriniens, donc qui sont assez rares relativement aux autres causes. Il y a aussi l'auto-immunisation, c'est-à-dire la présence d'anticorps antispermatozoïdes dans l'éjaculat qui empêche donc les spermatozoïdes de bouger. Et il y a plusieurs autres causes vasculaires et autres qui peuvent être à l'origine de l'hypofertilité masculine. Alors, professeur Fethi Zewa, comment va se faire la prise en charge ? En gros, et d'une manière simplifiée, il y a 3 techniques de procréation médicalement assistée, de la plus simple à la plus sophistiquée. D'accord. Il y a l'insémination artificielle avec sperme du conjoint, où dans cette technique, on va sélectionner de l'éjaculat les spermatozoïdes les plus mobiles pour les mettre directement dans la cavité utérine. Oui. La deuxième technique, c'est la fécondation in vitro, où dans cette technique, on va prélever les ovocytes après une première étape de stimulation de l'ovulation et les mettre en contact avec les spermatozoïdes du conjoint, laisser la fécondation se passer dans l'éprouvette et 2 ou 3 jours après, transférer les embryons. Puis la troisième technique qu'on appelle l'ICSI ou intracytoplasmic spermatozoid injection, où le biologiste va injecter lui-même dans chaque ovocyte un spermatozoïde sélectionné de par sa morphologie. Il y a une variante de cette technique qui est encore plus sophistiquée qui s'appelle l'IMSI, où la sélection du spermatozoïde se fait avec un très fort grossissement allant jusqu'à 10 000 fois pour mieux sélectionner le spermatozoïde morphologiquement le plus normal le plus possible, robuste, le plus dynamique, robuste, qui contient un matériel génétique plus normal possible pour l'utiliser pour la fécondation. L'ICSI, par exemple, est particulièrement recommandé, je pense, lors des problèmes d'infertilité masculine. La différence entre la FIV et l'ICSI, c'est que dans la FIV, le sperme est soit normal, soit moyennement altéré. Dans l'ICSI, cette technique, elle s'adresse au sperme très altéré où il n'existe que très peu de spermatozoïdes qui, en fécondation conventionnelle, ne donneront pas d'embryons, ne vont pas féconder spontanément et on est obligé de les
pousser artificiellement à l'intérieur de l'ovocyte pour avoir une fécondation. Alors, est-ce qu'on a des résultats? Est-ce qu'on a des pourcentages de grossesse obtenus, de taux de naissance par essai de FIV? C'est vrai que c'est bête de ramener ça à des chiffres, mais c'est important quand même pour le public. Me suivre une assistance médicale à la procréation, c'est quand même un parcours du combattant pour le couple et en particulier pour la femme. C'est vrai que dans ce parcours, c'est surtout la femme qui va avoir une part importante dans tout ce qui est médicaments, dans tout ce qui est procédures, etc. Mais heureusement que les résultats sont là, puisque par exemple pour des techniques comme la fécondation in vitro, à l'hôpital Al Azhar, nous sommes fiers de dire que nous atteignons des taux de grossesse de l'ordre de 33% par transfert embryonnaire, qui est un taux qui est très honorable par rapport à la moyenne mondiale, et nous sommes contents de cela. Ça, c'est le travail de toute l'équipe. Mohamed, je rebondis sur ta réponse. Le taux moyen de grossesse en France en 2016, c'est 25,5%. Donc, oui, bravo. que nous sommes largement au-dessus. Pour les inséminations, c'est vrai que pris une par une, les inséminations qui sont des techniques qui sont simples, où on va solliciter très peu la patiente, les taux atteignent 15% par tentative. Mais c'est vrai que dans le cas de l'insémination, étant donné que c'est une technique simple, nous avons tendance à répéter et nous atteignons comme ça un taux cumulé de 35% de grossesse par couple. Donc vous voyez que nous arrivons à hisser ces couples-là vers des taux de procréation qui sont pratiquement ceux des couples qui sont normaux. D'accord. Mais comment choisissez-vous la technique adéquate, professeur El-Lomi? On fait régulièrement des staffs clinico-biologiques et en concertation avec notre équipe qui est multidisciplinaire, et en concertation, on choisit la technique la plus adéquate pour le couple, et avec bien sûr les données du bilan de ce couple et la demande du couple. Donc, avant toute technique d'AMP, un bilan est fait pour les deux membres du couple, un dossier est fait, et puis une décision à prendre en fonction des différents paramètres. J'aimerais revenir sur la stimulation ovarienne. Vous êtes passé rapidement dessus. De quoi s'agit-il? Tout à l'heure, vous nous disiez, professeur Zewa, c'est pour obtenir plus de chance. Comment cela, plus de chance? Dans la fécondation in vitro ou dans l'ICSI, on a besoin de plusieurs follicules, plusieurs ovules. D'accord. Et pour obtenir ces ovules... Normalement, en temps normal, la femme, elle a... Un ovule par cycle. C'est un ovule par cycle. D'accord. C'est insuffisant pour faire une FIV ou une ICSI. D'accord. Donc, on est obligé de passer par la polyovulation. Et pour y arriver, on va utiliser des médicaments. Le premier médicament, dans l'un des protocoles, a pour objectif de bloquer l'hypophyse, qui est l'organe qui stimule physiologiquement les ovaires. Donc on va bloquer l'hypophyse dans une première phase, et dans une deuxième phase, on va stimuler par un apport d'hormones exogènes, par des injections, gonadotrophines, c'est ça? par les gonadotrophines. On va stimuler l'ovulation. Et on va suivre cette ovulation par échographie et par des dosages hormonaux. Et là, on va obtenir combien d'ovules? Et en moyenne, on obtient entre 10 et 15 follicules, ça c'est la moyenne. D'accord. Pour avoir un résultat optimum, il faut obtenir entre 10 et 15. En dessous de 10 ovocytes, il y a moins d'embryons et donc moins de grossesse, surtout en taux cumulé, parce qu'il y aura moins de congélation. Au-delà de 15 ovocytes, on n'améliore pas les résultats. Par contre, on prend un risque d'hyperstimulation. Mais rassurez-nous, au moment du transfert d'embryon, vous n'allez pas en retransférer énormément? Oui, absolument. Maintenant que les techniques au laboratoire sont beaucoup améliorées, le pouvoir implantatoire, les chances d'implantation des embryons s'est beaucoup amélioré. Et c'est comme ça qu'on arrive maintenant à transférer 1, 2, exceptionnellement 3 embryons en fonction des situations pour éviter au maximum les grossesses multiples. Les fameuses grossesses multiples qui sont, on en a parlé lors de l'accouchement prématuré, on a dit que c'était un gros facteur de risque d'accouchement prématuré, et maintenant nous ne considérons pas le fait d'avoir des grossesses multiples comme étant un succès de la fécondation in vitro. Parce que ce qui nous importe finalement, c'est d'avoir une mère et un enfant qui soient en bonne santé. Et donc, nous réduisons le nombre d'embryons à transférer pour essayer d'avoir la grossesse qui se passe de la manière la plus normale possible. Médicalement, on peut faire combien de fois une tentative pour une AMP, pour une ICSI? C'est vrai qu'il n'y a pas de limite théorique comme ça dépend des cas. Il y a des cas où on va prendre une décision, comme a dit le Dr Lomi, de manière collégiale, d'arrêter parce que nous pensons que nous n'allons pas apporter un plus à ce couple. Il y a des couples où on va dire, mais vous, il faut que l'on, entre guillemets, s'acharne à obtenir parce qu'on pense que vous avez encore des chances. Maintenant, c'est vrai que les couples ont aussi leurs limites psychologiques, puisque on sait que généralement, au bout de la 5e ou de la 6e, ils s'essoufflent
C'est très lourd. C'est très lourd. Psychologiquement, physiquement et financièrement. Alors, la CNAM remboursait, il y a quelques années de ça, 4 tentatives. À 4, d'accord. Puis, ils ont revu à la baisse à 3 tentatives et la 4e sur dérogation. Il y a une limite d'âge. Jusqu'à 40 ans, il attribue la prise en charge pour les médicaments seulement. Voilà. Et aucune prise en charge pour le reste, c'est-à-dire l'acte de biologie et l'acte médical. Ils ne prennent en charge que les médicaments. C'est déjà ça, et il faut essayer donc d'améliorer cette prise en charge et de sensibiliser les responsables de la CNAM, parce que l'infertilité ou l'hypofertilité partout dans le monde est actuellement considérée comme étant une maladie. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des raisons médicales à une hypofertilité et ça doit être considéré en tant que tel et prise en charge en tant que tel. Et 2 tentatives, ça ne suffit pas bien souvent. Est-ce qu'il existe des mesures préventives pour préserver la fertilité ? Par exemple, il y a le cas général, mais il y a des cas particuliers. Vous parliez de congélation. Je crois que c'est important lorsque, par exemple, un patient doit subir une chimiothérapie ou une radiothérapie pour un cancer. C'est bon de savoir qu'il peut congeler ses spermatozoïdes. Oui, exactement. Comme on l'a dit, la loi prévoit d'ailleurs même une dérogation pour les personnes célibataires qui vont subir un traitement qui risque d'altérer leur fertilité, les rendre stériles, pour parler de manière claire, pour qu'on puisse congeler pour les femmes les ovocytes et puis pour les hommes les spermatozoïdes. Et c'est un programme que nous avons lancé déjà depuis fin 2014 au centre de l'hôpital Azza Othmane. Et nous avons pris en charge beaucoup de patients, femmes, hommes, célibataires, mariés ou non, qui s'apprêtaient à avoir une chimiothérapie ou une radiothérapie pour qu'ils puissent devenir papa ou maman un jour. Voilà, mais l'inquiétude pour les parents, c'est de savoir, est-ce que c'est le bon sperme qu'on va me réimplanter ou le bon ovule ? Comment vous faites au niveau de la banque que vous avez, au niveau de la congélation là-bas ? C'est bien codé ? Alors là, je rassure tout le monde qu'on a une bonne traçabilité, on sait très bien identifier nos matériaux, que ce soit dans le cadre de la fécondation in vitro, dans le cadre de la congélation et aussi bien dans le cadre de la préservation de la fertilité. Les échantillons stockés, que ce soit du sperme, des ovocytes ou bien des embryons, sont bien identifiés, ont un rangement particulier, une adresse dans nos conteneurs de stockage qui est bien précise, et il ne faut pas s'inquiéter sur ce plan-là. Juste un mot pour la préservation de la fertilité. C'est un plus par rapport à la guérison de la maladie, par rapport à la guérison du cancer. Le fait de dire aux patients qu'on va vous congeler vos ovocytes ou votre sperme, ça veut dire qu'on lui dit vous avez des chances de vous en sortir et que la chimiothérapie, elle fera mieux son effet avec cette approche. Une note d'espoir. On en arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander quelques conseils à l'intention de nos auditeurs. Je vais commencer avec professeur Hanan Elloumi. On commence par les dames. Je commence premièrement par insister sur le fait qu'il faut identifier les facteurs de risque, à savoir donc les infections sexuellement transmissibles, le tabagisme, l'exposition professionnelle aux toxiques, aux pesticides, etc. Le stress en général qui génère un stress oxydatif qui peut altérer la qualité des gamètes et entraîner l'hypofertilité, et puis lutter contre ces facteurs de risque, donc chacun par ses propres moyens. Et une fois l'hypofertilité est là, il faut consulter des centres de référence et des équipes qui ont donc l'expérience pour gérer ces problèmes d'hypofertilité. Professeur Mohamed Kholouf. Moi, ce que je dirais, c'est que d'abord, s'il y a quelque chose qu'on ne réussit pas à traiter avec la fécondation in vitro, c'est bien l'âge avancé de procréation. Oui. Et donc, un message fort. L'un des facteurs d'infertilité, c'est le retard à l'âge de procréation, notamment pour les dames. Et un deuxième message qui n'est pas médical mais d'ordre social, ne pressez pas trop les femmes qui sont infertiles, qui sont souvent l'objet de beaucoup de remarques désagréables de leur entourage, qui se donnent le droit de s'immiscer dans l'intimité du couple. Et nous voyons trop souvent des femmes qui sont très stressées et déprimées, surtout à cause de leur entourage. Donc, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Exactement. Le mot de la fin, professeur Fethi Zewa. Le mot de la fin, la PMA, c'est un marathon, c'est un parcours du combattant. Il y a beaucoup de difficultés. Je saisis cette occasion pour féliciter toute mon équipe pour ce qu'ils font à l'hôpital Azza Othmane. Et on a besoin d'encourager ce qui se passe au niveau des hôpitaux en ces moments difficiles. Ah oui, tapis rouge à tout le corps médical, voilà,
qui est dans les milieux hospitalo-universitaires. Voilà. Merci à vous. Et puis, courage à toutes les mamans qui suivent ce parcours de combattant, à tous les couples, parce que c'est pas évident. Voilà. Au bout, il y a un magnifique bonheur qui arrivera. Je pense que c'est ce qu'on peut dire aussi en mot de la fin. Merci à vous, professeur Fethi Zeoué. Je rappelle que vous êtes chef du service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction, directeur du centre d'AMP de l'hôpital Aziz Othman, coordinateur du diplôme de médecine de la reproduction et ancien président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Merci à vous, professeur Mohamed Khoulouf, professeur agrégé donc en gynécologie obstétrique au centre d'AMP de Aziz Othman et vice-président de la Société tunisienne de gynéco-obstétrique. Et merci à vous, professeur Hanan El-Loumi, professeur agrégé en histo-embryologie et biologie de la reproduction au centre d'AMP de l'hôpital Aziz Othman, secrétaire général de l'Association tunisienne des biologistes de la reproduction. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et surtout bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunya Cheuch.